Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Alors moi je m'appelle Nathalie Zappa. En quoi consiste votre métier? Alors mon métier consiste à organiser les tests en analyse sensorielle, l'animation du laboratoire, le recrutement des panélistes, leur formation et ensuite gérer tous les tests en partenariat avec les différents services de l'usine. Donc ça commence par le service R&D, recherche et développement, le service qualité, production, process, et bien sûr les réclamations clients. On gère aussi avec la partie sensorielle les réclamations clients qu'on peut avoir. En quoi consiste l'analyse sensorielle en milieu professionnel? Alors c'est un outil de mesure qui est utilisé pour valider les propriétés organoleptiques d'un produit. On utilise l'organe des sens et avec cet outil, on s'assure que les produits qu'on fabrique et qu'on développe répondent bien aux attentes de nos consommateurs. Ok. Comment recrutez-vous les personnes chargées de l'analyse sensorielle? Quelles qualités sont requises pour exercer cette fonction? Peut-on l'exercer à tout âge? Alors le recrutement, il se fait à la base sur le volontariat. Donc là, c'est sur une formation plus généraliste. Une fois qu'on a fait cette formation générale, on va identifier des personnes pour lesquelles on va avoir des personnes qui vont être plus sensibles à telle ou telle saveur. Par exemple, quelqu'un qui va être plus sensible au sucre ou quelqu'un qui va être plus sensible à la saveur acide. Et dans ces cas-là, on va demander à ces personnes si elles veulent bien faire partie d'un panel d'experts. Donc on a deux types de panels. Un panel qu'on va dire naïf, qui aura eu en fait formation plus généraliste, et un panel d'experts qui là on va travailler vraiment sur les points précis de caractéristiques sensorielles en fonction des recettes. Alors ensuite, les qualités requises, ils sont tous obligés d'avoir une formation. On ne peut pas faire de l'analyse sensorielle si on n'a pas reçu de formation, sinon on n'évalue pas bien un produit. Vous avez fait la formation là maintenant, donc vous savez qu'on a besoin justement de parler d'un même langage et d'utiliser les bonnes techniques. Et l'utilisation des 5 sens, ça n'est pas inné, on est avec des sens, mais ce sont des sens qu'on peut travailler. En œnologie, on n'apprend pas à évaluer un vin du jour au lendemain, il y a des écoles qui existent pour ça. Les nez qui travaillent en parfumerie, c'est pareil, hein, les créateurs de parfums font des études pour ça. Et ben, en analyse sensorielle, c'est pareil, c'est basé sur l'entraînement et la répétabilité des tests pour mémoriser et apprendre à développer nos 5 sens. À quoi sert chacun des sens dans l'analyse sensorielle? Alors les 5 sens ont chacun une utilité. Ils sont utilisés comme outils pour évaluer le produit. Donc par exemple pour l'ouïe, on va évaluer la texture d'un produit, la texture auditive d'un produit. La vue, on va évaluer la couleur, l'apparence, aussi la texture. Le goût, forcément on va identifier les saveurs, les arômes, les goûts. Donc voilà, on utilise nos 5 sens comme outil. Quel est le protocole de l'analyse sensorielle? Alors tout dépend du produit qu'on va et de la raison pour laquelle on va faire le test. Donc nous, chez General Mills, on a des protocoles qui sont définis. Par exemple, pour un développement de produit, on va utiliser un test très robuste qui va nécessiter un minimum de personnes. Par exemple, sur ce test-là, c'est 45 personnes minimum. Pour s'assurer que le traitement statistique, l'analyse statistique de ce test soit la plus robuste possible, parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Ensuite, pour des contrôles qui sont plus qualité, donc des contrôles de routine, là on va prendre un nombre de personnes plus restreint et avec différents types de tests en fonction de ce qu'on veut aussi avoir. Et ça en fait ça nous est imposé, les types de tests nous sont imposés par le groupe, parce qu'en fait on a des experts qui travaillent là-dessus, et comme on fait partie d'un groupe international, on mutualise nos méthodes et nos savoirs, donc toutes les usines utilisent les mêmes types de tests. Comme ça on peut aussi se comparer entre usines. Quelles sont les précautions à prendre? Alors, on a des bonnes pratiques, hein, par exemple, la toute première déjà c'est la sécurité alimentaire, donc en premier lieu, on demande à la personne si elle n'est pas allergique, ne présente pas des allergies à un aliment, si elle n'a pas de problème de santé, sans rentrer dans la vie privée des gens, dans la confidentialité médicale, elle est en droit de nous dire, par exemple, je suis enceinte, donc là, dans ces cas-là, on ne va surtout pas lui donner trop de sucre et de la caféine pour la saveur amère, hein, parce que ça peut engendrer des problèmes de santé.
Ensuite, forcément, il y a des bonnes pratiques. On ne vient pas évaluer un produit si on a fumé une cigarette ou si on a bu un café ou on a consommé un produit assez fort avant, parce que forcément, on ne va pas avoir tous nos sens en éveil. On évite aussi de porter un parfum fort, du maquillage, du rouge à lèvres, parce que tout ce qui est aromatisé peut aussi nous induire en erreur dans l'évaluation du produit. On ne parle pas pendant les tests, on fait le test individuellement, sinon on ferait un test dans une salle de réunion où on demanderait l'avis de tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bien lire et bien répondre au questionnaire, bien utiliser les méthodes et les protocoles. On ne commence pas d'abord par goûter, on regarde, on sent, on écoute, on touche et seulement après on goûte. Et puis on se rince bien la bouche entre les échantillons parce que on n'est pas une machine et on peut vite arriver à saturation en fonction des profils sensoriels des produits qu'on évalue. À partir de quand les résultats sont-ils considérés comme significatifs? Alors tout dépend du test et du traitement statistique. Par exemple, pour un test qui nécessite 45 personnes, le calcul statistique nous dit que si on a 22 personnes qui ont trouvé une différence, le test est significatif. Si on est à 21, 21 ou moins, il est non significatif. Donc tout dépend du test. C'est pas défini aléatoirement, c'est un traitement statistique qui dit que c'est significatif ou non. Quel type d'ingrédients utilisez-vous dans les glaces? Alors dans nos glaces, nos crèmes glacées, on est une catégorie super premium, donc tout est simple. C'est de la crème, du lait, des œufs, du sucre, des arômes, éventuellement des particules et des sauces. Tous les arômes sont naturels, tous nos ingrédients sont naturels. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de stabilisant. Et on a un pourcentage d'incorporation d'air dans nos produits qui est faible. C'est pour ça que vous devez attendre au moins un quart d'heure, 20 minutes avant de pouvoir planter une cuillère dans votre pot. Parce que justement, vous achetez du produit et pas de l'air. Et pourquoi ce choix? Alors ce choix d'utiliser des arômes, des ingrédients naturels, sans stabilisant, sans conservateur, ça a été le choix du créateur des recettes, qui ne s'appelait pas encore Häagen-Dazs à l'époque. C'est Ruben Mathus qui a développé ces recettes dans son garage à l'époque. Ensuite, il vendait de plus en plus de crème glacée. Donc il a voulu créer une marque. Donc Häagen-Dazs ne veut rien dire, ça a juste une connotation nordique pour montrer la fraîcheur, le naturel. Et depuis, c'est resté la politique de la marque Häagen-Dazs de garder l'utilisation de ces ingrédients naturels. Et qu'est-ce que ça change chez le consommateur? Alors chez le consommateur, ça va changer sa perception de voir le produit. Déjà, c'est un gage de qualité de ne pas avoir des produits qui sont complètement transformés. Si on lui vend un sorbet framboise, il va retrouver le goût de la framboise. Il ne va pas d'abord sentir le goût du sucre et puis peut-être du goût d'un autre produit, d'un autre ingrédient qui est moins cher. Il va vraiment sentir une purée de framboise naturelle parce qu'elle est vraiment... on met que ça. Dans un sorbet, il n'y a que de l'eau, du sucre et de la purée de fruits. Et un arôme. C'est tout. Donc, pas de transformation. On a le vrai goût du produit. C'est plus sain pour la santé. Et à l'époque, on entend de plus en plus de crises alimentaires. Les gens reviennent au fait maison, le do-it-yourself. On fait tout, on achète les ingrédients de base et on fait tout nous-mêmes. Au moins, on est sûr de ce qu'on met dans nos recettes. Et bien là, ici, vous êtes sûr que quand vous lisez la liste des ingrédients, si vous avez de la vanille, ce sera du lait, de la crème, des œufs, du sucre, un arôme vanille et c'est tout. Il n'y aura pas de colorant, il n'y aura pas de point noir de vanille, de brisure qui n'apporte rien au niveau sensoriel. C'est l'arôme, l'extrait de vanille qui va apporter le goût de la vanille. Et pour finir, peut-on qualifier l'analyse sensorielle de mesure et en quoi le peut-on? Alors oui, c'est un outil de mesure. On utilise l'homme comme mesure, qui va utiliser ses 5 sens pour évaluer et mesurer les critères organoleptiques d'un produit. Et les panélistes viennent et utilisent des méthodologies qu'on leur enseigne pendant la formation pour mesurer, pour évaluer le produit. D'accord. Merci. Merci.